Dans vos lectures, vous avez compris que Socrate a été condamné à mort. Dans sa quête de vérité et aussi dans sa quête de vérifier si en effet il était le plus sage et où il allait finalement confronter toutes les personnes qui prétendaient savoir pour les amener à voir qu'elles ne savaient pas, eh bien Socrate s'est fait plusieurs ennemis. Et à un moment donné, des citoyens athéniens se sont tannés de son attitude et ont décidé de l'accuser et de l'amener au tribunal où, rappelons-le, ce n'est pas un juge qui prend sa décision après avoir entendu les avocats, les témoins, les accusés, etc., mais bien les citoyens athéniens assemblés qui ensemble assumaient la fonction de juge. 3 citoyens ont décidé de porter des accusations contre Socrate et de demander sa mort. On l'a accusé d'inventer de nouveaux dieux. En effet, il entendait sa voix intérieure qu'il nommait son daimon. Et ça, pour les Athéniens, c'était hérétique, ça allait à l'encontre des dieux grecs. On l'accusait de corrompre la jeunesse. En effet, Socrate, en remettant en question les pouvoirs établis, les puissants, avait eu énormément de succès auprès de leurs enfants, en fait, les jeunes qui étaient avec lui et pratiquaient la philosophie de la rue et qui prenaient plaisir à remettre en question les puissants étaient bien souvent les enfants mêmes de ces puissants, les jeunes de ces gens riches et célèbres et populaires. C'est donc dire que Socrate faisait écorcher la réputation de plusieurs personnes à Athènes. Ainsi, en amenant les jeunes à remettre en question et à douter des autorités, à douter des vérités, à douter des dieux, eh bien Socrate se faisait accuser de corrompre la jeunesse. Enfin, on l'accusait de ne pas vénérer comme il faut les dieux existants, probablement parce qu'il avait un peu trop tendance à en douter. Prenons donc quelques temps pour voir un peu dans quelles circonstances s'est déroulée la mort de Socrate, qui a eu, pour le moins, une fin de vie épique. Alors Socrate, philosophe dans la rue, il est dans la vie quotidienne, il est nu-pied ou en gogoune ou en quelque chose qui ressemble à des gogounes. Il est pauvre, il n'est pas riche. Bien souvent, sa femme l'envoie chercher un poulet et il revient 2 jours plus tard sans poulet. Mais pendant ces 2 jours, il a discuté, philosophé avec ses amis, avec ses élèves, des gens qui librement viennent l'écouter, discuter avec lui, des gens de toutes conditions, esclaves, riches, pauvres, enfants de riches, tout le monde est bienvenu dans l'école de Socrate qui est dans la rue. Socrate avait la réputation d'être laid comme un pichou. C'était en effet un être humain qui était très laid, mais ça l'a amené aussi à remettre en question la beauté et il a demandé « La véritable beauté est-elle intérieure ?» Enfin, sa femme, Xanthippe, était, paraît-il, une horrible femme. Elle le battait, elle était horrible, elle avait un sale caractère. Qu'est-ce que Socrate faisait avec cette femme? Il a eu d'ailleurs plusieurs fils avec elle. Eh bien, Socrate disait « Dans ma mission, je dois devenir meilleur et je dois supporter, je dois apprendre à vivre avec quelqu'un qui est insupportable et c'est pour m'améliorer, c'est pour devenir meilleur. » Donc Socrate restait avec sa femme qui était une femme épouvantable, qui avait une très mauvaise réputation partout, qui était reconnue comme étant une femme terrible et pourtant Socrate se faisait une mission de vivre avec elle et de l'endurer pour devenir meilleur. Socrate, cet être de la rue, ce philosophe qui n'a jamais rien vendu de ses idées, encore aujourd'hui, est un emblème pour les philosophes professionnels. Un philosophe qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty déclare « Pour retrouver la fonction entière du philosophe, il faut se rappeler un homme qui n'écrivait pas, qui n'enseignait pas, du moins pas dans les chaires d'État, qui s'adressait à ceux qu'il rencontrait dans la rue et qui a eu des difficultés avec l'opinion, et avec les pouvoirs. Il faut se rappeler Socrate. » Ce tableau célèbre représente les derniers moments de Socrate, au moment où, entouré de ses amis qui sont éplorés, qui sont désespérés de perdre leur si grand ami à 70 ans, et sur le point de boire la ciguë, qui est un poison mortel. Alors c'est particulier, boire sa mort. On dit que c'est la ciguë que Socrate a bu
En effet, cette plante est réputée comme étant extrêmement toxique et mortelle, prise à des doses même pas si grandes que ça pour l'être humain. Cependant, quand des biologistes et des médecins font l'analyse de la scène racontée par les amis de Socrate, la scène de sa mort lorsqu'il a bu le poison, eh bien, ça correspond pas tout à fait à la ciguë qui aurait pris beaucoup plus de temps que ça et qui aurait été un peu plus brutale pour mourir. Donc, on pense aujourd'hui que c'est un cocktail à base de ciguë avec d'autres plantes qui auraient eu des propriétés sédatives, donc pour endormir, paralyser et ensuite faire mourir par paralysie respiratoire. Il avait passé beaucoup de temps dans sa prison. En effet, il y avait une tradition qui voulait que, au départ d'un certain bateau, et tant que ce bateau n'était pas revenu, les gens chargés des exécutions de prisonniers et de coupables ne pouvaient exécuter personne car la cité athénienne devait être pure pendant cette période. Alors le procès de Socrate qui avait eu lieu juste le lendemain du départ du bateau, puis on s'entend que ces bateaux-là, ça fonctionnait avec le vent. Alors s'il n'y avait pas de vent, ça pouvait être long avant qu'ils reviennent. Ça avait été en effet assez long. Donc le bateau était revenu la veille et vous avez lu dans le Criton sa discussion avec son ami, Criton, qui voulait absolument le convaincre de s'échapper et de sauver sa vie. Ayant convaincu de manière rationnelle son ami et justifié sa décision de boire la ciguë, eh bien le grand jour de sa mort est arrivé. Il a vu sa femme, ses enfants. Sa femme est partie à un moment donné. Il a demandé que sa femme et ses enfants s'en aillent. Disait-il, il ne voulait pas que personne pleure pendant ces derniers moments. Et les femmes étaient réputées pour cela. Eh bien, ses amis ont tout autant pleuré que si sa femme avait été là. C'est donc, personnellement, je trouve ça dommage qu'il ait séparé sa femme et ses amis. Que voulez-vous? C'était comme ça. Qu'a-t-il fait? Pendant les heures du matin jusqu'à sa mort, eh bien, il a philosophé, il a discuté, il a échangé ses idées jusqu'au bout. Il discutait, il échangeait avec ses amis et s'obstinait. Et ses amis disaient « Oh, Socrate, mais peut-être que tu n'as pas envie de faire ça là, quand même. Là, nous, on est curieux de t'entendre puis on aimerait ça connaître ce que tu as à dire là-dessus. Et pourquoi tu dis ça? Mais si tu as envie de faire autre chose, on va comprendre là, si tu veux aller prendre un bain ou... » Socrate, mais non, j'ai rien de mieux à faire que de discuter avec vous. Il y avait un esclave qui était chargé de voir à sa mort, à ce qu'il boive sa mort. C'était un serviteur qui était un esclave qui avait accompagné Socrate pendant tous ces mois. À un moment donné, cet esclave fait dire à un ami, il faudrait pas qu'il parle, là. Généralement, avant la ciguë, il faut pas s'échauffer, il faut pas s'énerver, parce que là, la ciguë, il va être peut-être obligé d'en prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, si il s'énerve trop. Socrate dit, ouf, il écoute pas ça, il dit qu'il m'en prépare plus, assez pour me tuer. Donc, il voulait certainement pas faire autre chose que de philosopher avec ses amis pendant ces derniers moments. C'est quand même intéressant de se demander, comment est-ce qu'on aimerait passer nos dernières heures? Entouré de qui? À faire quoi? Dans quelles circonstances? Dans quel décor? Eh bien, Socrate nous donne un modèle d'une mort qui arrive, une mort imminente, entouré de ses proches, et à faire ce qu'il aimait le plus, à faire sa mission jusqu'au bout. Et ça, en ce sens-là, c'est extrêmement inspirant. Quelle que soit notre mission, c'est pas obligé d'être philosophie, mais est-ce que ça donne pas un exemple de courage et de force que jusqu'au bout, sachant quand même qu'on va mourir, eh bien, puisqu'il en avait encore la capacité, il a continué, il s'est rendu jusqu'au bout de lui-même à faire ce pourquoi il trouvait que sa vie avait un sens. Pour moi, c'est quelque chose qui s'apparente à une leçon de vie qu'on gagne tous à méditer. Et même si on n'est pas dans nos derniers instants de vie, est-ce que c'est bien une bonne raison pour ne pas faire ce pourquoi on est là, ce qui donne un sens à notre vie? Se brancher à cette énergie, se brancher à ce sens-là, ça donne énormément de force, ça donne énormément de courage et c'est très inspirant aussi pour tous nos proches. En ce sens-là aussi, en cette période, nous vivons au 21e siècle, une période où souvent nos relations humaines ne sont pas si riches que ça. Il y a énormément de solitude. Ou bien si on est nombreux ensemble, est-ce qu'on est vraiment ensemble? Est-ce qu'on n'est pas des milliers à être seuls ensemble? Et aussi avec
nos écrans qui se rajoutent par-dessus le marché à la solitude de la ville, parce que la ville, depuis que les villes existent avec les centaines de milliers, les millions de personnes qui cohabitent ensemble sans se connaître, eh bien, il y a une immense solitude. Mais en plus, avec les écrans qui se rajoutent, on peut être encore plus seul. On peut être connecté, mais en même temps seul. Donc, Socrate nous donne aussi un modèle d'un adulte qui est entré en relation avec des compagnons de tout âge, de toute provenance. Et ensemble, ils étaient des compagnons de vie. Et ça donne aussi énormément de sens et énormément de force pour vivre. Quand est venu le temps pour Socrate de boire la ciguë, eh bien, encore ça, il l'a fait à l'envers, il l'a pas fait comme les autres. Les autres, ils refusent, ils se font forcer, ils pleurent, ils crient, ils gueulent. Alors Socrate, lui, plutôt que de faire tout ça, continue d'apprendre et parle au serviteur, qui est un esclave, en le traitant parfaitement bien, et lui dit « Eh bien, mon brave, comme tu es au courant de ces choses, dis-moi ce que j'ai à faire. » L'esclave répond « Pas d'autre chose que de te promener, quand tu auras bu, jusqu'à ce que tu te sentes les jambes s'alourdir, et alors de te coucher. Le poison agira ainsi de lui-même. » En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate la but jusqu'à la dernière goutte, avec une aisance et un calme parfait. Permettez-moi de vous lire un petit passage qui est rarement lu ou dont on ne parle rarement. C'est le commentaire qu'a fait le serviteur, l'esclave, sur Socrate qui a été son prisonnier pendant plusieurs semaines. Le serviteur se présenta et s'approchant de lui. « Socrate, dit-il, je ne me plaindrai pas de toi, comme des autres, qui se fâchent contre moi et me maudissent, quand, sur l'injonction des magistrats, je viens leur dire de boire le poison. Pour toi, j'ai eu maintes occasions, depuis que tu es ici, de reconnaître en toi l'homme le plus généreux, le plus doux et le meilleur qui soit jamais entré dans cette maison, dans cette prison. Et maintenant encore, je suis sûre que tu n'es pas fâché contre moi, mais contre les auteurs de ta condamnation, que tu connais bien. À présent donc, car tu sais ce que je suis venu t'annoncer, adieu, tâche de supporter le plus aisément possible ce qui est inévitable. » Cet esclave savait probablement de quoi il parlait. Ce qui est inévitable, il faut tenter de le supporter avec le plus d'aisance possible. Et en même temps, il se retourna, l'esclave, fondant en larmes pour se retirer. Alors Socrate, levant les yeux vers lui, « Adieu à toi aussi, dit-il, je ferai ce que tu dis. » Puis, s'adressant à nous, ses amis, il ajouta, « Quelle honnêteté dans cet homme! Durant tout le temps que j'ai été ici, il est venu me voir et causer de temps à autre avec moi. C'était le meilleur des hommes, et maintenant, encore avec quelle générosité il me pleure. » « Mais allons, crie-t-on, obéissons-lui. Qu'on m'apporte le poison. S'il est broyé, sinon qu'on le broie. » C'est ainsi que Socrate but la ciguë, a marché, a fait des 100 pas, comme on dit, continuant à philosopher. À un moment donné, il a dit « Oh, je sens que mes jambes deviennent lourdes. » Alors il s'est couché. Il a continué à discuter avec ses amis. Quand est venu le temps où, puis ses amis touchaient ses orteils, ses jambes qui devenaient froides, et le froid montait de plus en plus haut et gagnait les organes vitaux. Eh bien, quand il a senti ça, il s'est couché et il a lui-même mis le drap par-dessus sa tête. En fait, il l'a relevé, il se ressort la tête pour dire une dernière parole à ses amis dans une scène quelque peu spéciale et il dit « Nous devons un coq à Asclépios !» Et il a fait promettre de rendre un coq qu'il devait à Asclépios. Il se remit le drap sur la tête. Ses amis lui demandèrent « As-tu autre chose à nous dire? » Mais Socrate ne répondit plus rien. Il était mort. Il était mort jusqu'au bout, même avec une parole de justice. Telle fut la fin de notre ami Échecrate, d'un homme qui, nous pouvons le dire, fut parmi les hommes de ce temps que nous avons connu, le meilleur, et aussi le plus sage et le plus juste. Raconter la mort de Socrate, sa fin de vie, c'est un moment pour réfléchir. Tôt ou tard, si ce n'est pas déjà arrivé,
Nous aurons tous un proche en fin de vie. C'est peut-être nous, c'est peut-être nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Ces moments-là sont des moments bien souvent escamotés aujourd'hui. On a peur de les vivre, on ne veut pas les vivre, ou encore on n'a pas le temps pour les vivre. On travaille, on est distant, on habite à l'autre bout du monde. Pendant les grandes restrictions du COVID dans les CHSLD, c'est même d'innombrables personnes âgées qui sont mortes toutes seules, dans la plus grande solitude et qui n'ont pas pu avoir quelqu'un qui leur tient la main dans les derniers moments. Alors pour Socrate, entouré de ses amis les plus proches, qui passèrent avec lui ses derniers moments de vie, Socrate est mort serein, d'une mort libre et éclairée, en harmonie avec sa vie et sa pensée. Quand tout le monde pleurait, il leur a simplement dit « Il est temps pour moi de mourir et pour vous de vivre. » Et ça, pour nous les vivants, eh bien, on le doit bien à nos morts. Tous ceux qui sont morts avant nous, on peut dire qu'ils sont morts pour nous. Grâce à leur vie, nous sommes en vie maintenant. Nous sommes là. Eh bien, est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous vivons réellement nos vies? Est-ce que nous jouons bien notre rôle de vivant? Que faisons-nous de notre temps de vie? Est-ce qu'on rend hommage à la force, à la vie, au courage de tous nos ancêtres? Ça aussi, c'est une question que nous pose Socrate à travers les âges. Il est temps pour lui de mourir. Il a vécu dignement. Et maintenant, pour nous, il est temps de vivre. Est-ce que nous vivons dignement?